J'ai mis le même t-shirt, comme ça vous pouvez me reconnaître. Mais j'ai moins de cheveux maintenant. Donc je m'appelle Thomas Besnéard, je suis développeur iOS freelance depuis 5 ans, non, 10 ans, pardon. Même un peu plus, que je crois que j'ai commencé sur iOS 5. Et donc 20 ans d'expérience, que ça compte double, ouais, je pense à peu près. Et je travaille sur des projets maintenant plutôt autour de SwiftUI, Combine, Chart, toutes les nouveautés, ce qui est bien agréable. Aujourd'hui, je vais vous parler d'abstraction. Donc l'abstraction, c'est ce qui sépare l'idée des détails et des détails d'implémentation dans notre cas. L'abstraction de base, ça va être une fonction. Là, dans l'exemple, la fonction radian, elle calcule un angle, mais on ne sait pas exactement comment elle marche. À partir du moment où on l'appelle, on sait qu'elle va avoir un résultat. On a fait une première extraction. Dans notre exemple qu'on va suivre aujourd'hui, moi je suis un fermier, j'ai besoin de nourrir mes animaux. J'ai plein d'animaux différents qui vont prendre de la nourriture différente, avec de la nourriture qui est produite de façon différente. Du coup, il va bien falloir faire en sorte d'avoir un code qui marche pour tout le monde. C'est vraiment fermier ou c'est... Ouais, oui, je suis fermier et développeur. Ouais. Non, je ne suis pas fermier. Le système de base, ça va être du coup avec des fonctions, ce qu'on vient de voir. On peut créer 3 fonctions qui nourrissent 3 fois mes animaux. Et je vais appeler la même fonction avec des paramètres différents. Pourquoi pas? Mais on se retrouve avec un code qui est quand même très redondant. Chaque fonction va faire pousser une récolte, va ensuite récolter cet aliment pour le donner à manger à l'animal. On se rend compte que le code fait la même chose avec des paramètres différents, avec des objets différents, mais on fait toujours la même chose. On n'aime pas trop ça en informatique, hein. Donc on va essayer d'appliquer certaines techniques de polymorphisme pour changer ça. Donc polymorphisme, à part faire du name dropping, en gros ça veut dire permettre à un bout de code d'avoir plusieurs comportements. Ce qu'on vient de faire pour le moment, c'est déjà du polymorphisme. Ils appellent ça même de l'overload polymorphism, c'est-à-dire utiliser une fonction avec des paramètres différents pour faire des choses, pour faire la même chose. Là on va maintenant travailler sur le deuxième type de polymorphisme avec le subtypes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, c'est le bon vieux héritage, quoi. Ce qu'on voit en C, C++, Objective-C. Et après, on verra avec des génériques. Si on veut faire de l'héritage, on est obligé de passer à des classes. Parce qu'on ne peut pas faire d'héritage sur des structs. Donc voilà, donc on crée une classe mère, animals, qui va être du coup héritée dans chacune de nos classes filles de différents animaux. On va avoir une fonction de base qui va permettre de faire manger tout le monde. Mais on se rend compte qu'on a un petit peu un problème, c'est que cette fonction, elle prend un aliment, mais nos trois animaux mangent des choses différentes. Du coup, on ne sait pas trop déjà quoi mettre comme type de paramètres. Et ensuite, comme on ne peut pas faire de classe, comment on appelle ça en Java, abstraite, voilà, de classe abstraite, on est obligé de mettre un fatal error parce que la méthode n'est pas implémentée pour la classe mère. C'est pas ouf. C'est déjà pas ouf. Le premier truc qu'on pourrait faire, c'est utiliser any. Any, ça veut dire n'importe quel objet. Donc nos animaux, ils pourraient manger du any. Bon, c'est pas super bon, mais bon, ils vont se démerder. Et derrière, après, dans chaque méthode, on va vérifier qu'on leur a bien donné la bonne nourriture. Et si c'est pas le cas, de nouveau, fatal error. C'est quand même pas ouf. On se dit qu'on pourrait mettre un petit peu de générique, peut-être. Donc, une façon de faire, voilà, c'est de dire que la classe animal, elle prend un paramètre un type générique, food. On a toujours un fatal error, mais bon, on a quand même un truc un peu plus cool et on arrive à avoir quelque chose qui pourrait marcher. Le problème, c'est qu'on a corrélé très fortement la notion d'animal et la notion de nourriture, ce qui n'est pas super. Et si on rajoute encore des types, on va corréler tout d'un coup. C'est pas trop scalable. Ça devient très rigide et pas très agréable. Donc on voit que bosser avec des classes, c'est pas ouf. Cette approche-là, c'est pas la meilleure. Mais si on revient au problème de base, nous, ce qu'on voulait, c'était d'une certaine façon dire que nos animaux, ils mangent un type de nourriture et ils ont une façon de manger cette nourriture. Bon, là, expliqué comme ça, on se dit, un protocole, ça a l'air pas trop mal, quoi. Qu'est-ce que c'est un protocole? C'est ce qui sépare les idées des détails de mise en œuvre. Le principe, ça va être de cacher un petit peu ce qu'on fait derrière un protocole. Le protocole qu'on va mettre en place ici, le protocole animal, il va avoir un type qui va permettre de stocker le type de nourriture. Donc ça, c'est un associated type. Il faut voir ça un peu comme un placeholder par rapport à un type concret. Chaque animal va ensuite définir quelle est sa nourriture à lui. Et il y en aura un et un seul type de nourriture. Et ensuite, on rajoute une fonction pour manger qui prend du coup
ce paramètre nourriture, feed en entrée. Donc si on revient sur notre exemple, on a notre protocole animal, et ensuite on peut revenir à des structs qui vont implémenter ce protocole. C'est vachement plus propre, on n'a plus de fatal error, on n'a plus de générique pour le moment. Mais justement, on va y passer. Je retourne dans ma ferme, maintenant j'ai envie de nourrir mes animaux. Pour faire ça, j'utilise la fonction feed qui prend en paramètre un générique de type animal et qui va faire un travail avec. Pour prendre des paramètres de façon générique, on a deux façons d'écrire. On a celle-là, où on peut aussi écrire avec des where. Si on revient un peu plus dans le détail sur cette fonction-là, ben ça se lit. J'ai une fonction qui nourrit quelque chose de générique que je vais appeler A, qui prend comme paramètre un animal de type A, là où A est de type animal. Bon, on peut sûrement le dire, c'est un peu mieux, mais de toute façon, c'est quand même assez complexe. À lire, c'est complexe. À se rappeler comment ça marche, c'est complexe. À faire rentrer un junior dans l'équipe et lui montrer ça, c'est complexe. Du coup, souvent, on s'arrête là et quand on commence avec les génériques, on se dit ouais, ça a l'air super cool votre truc, mais non, moi, vos square brackets et tout ça, c'est pas pour moi, je vais trouver une autre façon, quoi. Et c'est là que Swift.5.7 vient à la rescousse avec le nouveau keyword sum. Le principe de sum, c'est que ce qu'on avait écrit avant, ça et ça, c'est complètement équivalent. C'est une nouvelle façon d'écrire, beaucoup plus lisible, on est beaucoup moins dans le redondant, et on a quelque chose qui est beaucoup plus facile à comprendre. Et pour ceux qui font déjà du SwiftUI, ben c'est effectivement le même sum que dans Varbody SumView, qu'on utilise extrêmement souvent. Le principe sur SwiftUI, déjà ceux qui n'en font pas, il faut s'y mettre parce que c'est génial. Hein. Si vous ne pouvez pas, ben tant pis pour vous. Démissionnez. venez chez Lunabi. Le principe de ça, c'est que la vue qui définit le body, elle connaît le type du body, elle sait bosser avec, mais le code qui utilise cette vue, elle n'a pas besoin de savoir quel est le type du body. Tout ce qu'elle sait, c'est que c'est de type vue. C'est peut-être une forme, c'est peut-être une couleur, c'est peut-être un chart, c'est peut-être quoi que ce soit. Ça a les mêmes propriétés qu'une vue, du coup, elle sait l'afficher. Si on revient du coup sur notre exemple, la fonction feed, elle ne sait pas avec quel animal elle va être appelée. On dit donc que le type SumAnimal, il est opaque. C'est ce qu'on retrouve très souvent quand on parle des types du keyword sum. Et il cache un underlying type ou un type sous-jacent en français qui lui sera cheval, poulet, vache. Donc au moment de l'appel, on envoie notre type concret, notre type sous-jacent, à la fonction. Et la fonction, elle peut savoir vraiment quel est le type utilisé. Ça a cet avantage-là qu'on peut chercher en fonction du type animal, qu'est-ce qu'on va lui faire pousser comme nourriture, ensuite la récolter et nourrir l'animal avec la bonne nourriture. Donc là, on a répondu à notre première problématique. C'est-à-dire qu'on arrive à nourrir, avec très peu de lignes de code, on arrive à nourrir tous nos types d'animaux avec une seule fonction. Mais bon, comme quand je rentre le soir de ma ferme, je suis plutôt fatigué, je préfère nourrir tous les animaux d'un coup. J'aimerais créer une fonction feed all qui va nourrir tous mes types d'animaux d'un seul coup. Et là, qu'est-ce que je peux mettre comme paramètre? On peut se dire, bon, ben, on va réutiliser mon keyword magique sum. Si je fais un SumAnimal, est-ce que ça va marcher? Ben, malheureusement non, parce que SumAnimal, en fait, ça va faire une liste homogène d'animaux. On ne pourra pas mixer des poules, des cochons, des vaches dans l'arrêt. Donc ça ne répond pas à notre problème. Et du coup, Swift 5.7 vient encore à la rescousse avec any. Any, le principe, c'est que on va stocker pour tout type d'animaux et le type sous-jacent va être découvert au moment du runtime. En gros, on peut voir ça un peu comme une nouvelle façon de faire du type eraser, donc supprimer le type d'une variable. L'appelant ne connaît pas ce qu'il y a dans la boîte qui encapsule un animal. Et là, on peut cette fois-ci faire des arrêts avec des trucs hétérocliques à l'intérieur, donc différents types d'animaux. C'est ce qu'on voulait. Et du coup, on écrit la fonction comme ça. Ce qui est intéressant, et c'est ça la puissance de Swift 5.7, c'est que le système unbox le type erasure pour nous, quoi. Un peu comme dans un protocole, quand le protocole appelle la fonction sous-jacente, là il va appeler le type sous-jacent. Et du coup, ça devient ultra clair, ultra facile à utiliser. On n'a plus de square bracket, on n'a plus tout ça. À l'usage, ça peut donner ça, quoi. C'est-à-dire qu'on va prendre
pour chacun des animaux, on peut appeler notre fonction feed qui prend comme paramètre un SOMAnimal, mais le any_animal va faire lui-même le unboxing pour l'envoyer. On a fait le tour à peu près de tout ce qu'il fallait voir pour être un padawan des génériques sur Swift.7. Et comme moi je suis qu'un padawan à ce niveau-là, on va s'arrêter là. Donc quelques giveaways. Non, je vais quand même vous donner 2-3 trucs. Donc voilà, les 2 gros mots clés, c'est SOM et any. SOM, c'est les types opaques. On sait ce que c'est. Any, ça peut être n'importe quoi, mais on sait de quel type c'est. Une autre façon de voir les choses et de commencer, c'est qu'on commence par d'abord écrire SOM par défaut. On fait marcher notre truc. Si on arrive à une difficulté qui fait qu'on a besoin de quelque chose d'hétéroclite ou que ce soit dans une array ou dans combine, on commence à réfléchir sur des any parce que en plus any consomme plus de mémoire et plus compliqué à utiliser pour le compilateur. Donc, voilà. Et un dernier petit tips qui résume bien le truc, grâce à Vincent. Une des premières façons de voir les trucs, c'est que c'est déjà une façon plus simple d'écrire des choses qu'on pouvait déjà faire avant, mais qui fait rentrer dans le monde des génériques de façon plus facile qu'avant. C'est déjà pas mal. Les sources, la WWDC, ils ont un peu copié mes slides, mais vous pouvez regarder quand même. Et ensuite, les grands classiques, Swiftly, il y a des super articles de base dessus, Swift by Sundell aussi, et Keyring Swift. Voilà, si vous avez des questions, je peux essayer d'y répondre, mais je ne suis pas vraiment un expert dans le domaine.